Qui sera aux commandes de Genève pour les 5 années à venir? Le 30 avril, nous connaîtrons le nouveau Conseil d'État genevois. Mais pour qui voter? Faites votre opinion sur Radio Lac et One TV avec Béatrice Ruhl. Merci de nous rejoindre sur Radio Lac et One TV pour ce deuxième grand débat des candidats au Conseil d'État. Avec aujourd'hui pour le PLR Annie Depolt, bonjour. Bonjour. Pour le MCG, Philippe Morel, bonjour. Bonjour. Pour les Verts, excusez-moi, Fabienne Fischer, pardonnez-moi, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Pierre Monet pour Liberté et Justice sociale. Bonjour. Et Thierry Apotello pour le Parti socialiste. Le grand débat, ça commence maintenant. Et on commence avec l'actualité de ces dernières semaines. C'est bien sûr Crédit Suisse et ses 1700 emplois qui pourraient disparaître à Genève. Fabienne Fischer, vous êtes en charge de l'économie et de l'emploi. Vous avez un plan pour ces personnes? Alors, j'ai réuni les personnes qui représentent la place financière genevoise 2 fois déjà, puis un groupe de travail à un niveau plus opérationnel aussi pour essayer d'anticiper tout ce qu'on peut faire. Ce sera clairement pas 1700 emplois. 1700 emplois, c'est le total des collaboratrices, collaborateurs Crédit Suisse plus UBS actuellement à Genève. On parle de risques sur un nombre élevé d'emplois, c'est vrai, mais avec un jeu de chaises musicales qui se dessine où certains collaborateurs les plus talentueux ou les plus efficaces pourraient être repris par d'autres banques, etc. Donc on travaille maintenant à anticiper, à permettre, à rassurer les collaboratrices, les collaborateurs en leur permettant de faire par exemple des bilans de compétences ou de mettre à disposition des catalogues de formation continue possibles. Donc on essaie de rassurer le secteur bancaire, mais on a bien vu qu'il y a l'inquiétude dans ce secteur-là, l'inquiétude également pour celui des matières premières qui a certes surperformé, mais on ne connaît pas l'avenir, de secteurs essentiels pour Genève. Annie Depolt, est-ce qu'il faut prévoir quelque chose de particulier pour prévenir ce qui pourrait arriver à l'avenir? Oui, c'est toujours difficile de savoir ce qui va exactement arriver. Je pense qu'il faut être à l'écoute du secteur économique. Et puis, comme le disait Madame Fischer, je pense que c'est bien de réunir les gens et puis d'écouter leurs problématiques. Maintenant, pour le secteur des matières premières, je pense qu'il a plutôt performé ces dernières années. Effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner. Il a presque surperformé, donc je ne m'inquiète pas encore trop pour ce secteur. Des personnes, en tout cas, qui vont, on l'a compris, se retrouver au chômage pour certaines qui auront d'ailleurs plus de 50 ans, des seniors. Pierre Modet, comment est-ce qu'on remet d'ailleurs globalement ces personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont un âge, on va dire, relativement élevé, qui n'intéressent peut-être plus forcément les entreprises? Comment est-ce qu'on fait pour les remettre le pied à l'étrier? Bon, alors dans le cas précis, elles ne l'ont pas encore perdu et c'est bien d'anticiper. Ce serait bien de le faire de façon globale parce que les crises, elles vont se succéder. On est parti de la crise Covid, on a vu la crise énergétique. Moi, je ne suis pas trop inquiet pour le secteur financier. C'est un peu plus de 36 000 emplois à Genève, un nombre d'emplois en progression. Et je pense qu'il y a des possibilités, en travaillant en bonne intelligence avec l'ensemble des établissements bancaires de la place, effectivement, d'imaginer des pistes. Là où je suis très inquiet, c'est pour des gens de 50 ans et plus, mais aussi de moins de 50 ans, qui sont dans les PME. On vient d'avoir une très mauvaise nouvelle, parler de l'actualité, c'est l'imputation de taux d'intérêt sur les prêts Covid, ces fameux prêts qui représentaient 10% du chiffre d'affaires. C'est extrêmement préoccupant. Là-dessus, je n'ai pas entendu grand-chose à Genève et je vois des salons de coiffure, je vois des petits artisans, des commerçants qui tout d'un coup vont devoir rembourser ces prêts avec un taux d'intérêt. Ça, c'est très préoccupant. Et c'est aussi de l'emploi. C'est un emploi qu'il faut préserver. Donc, pour répondre à votre question sur les plus de 50 ans, ce que propose Liberté et Justice sociale, c'est un plan spécifique d'employabilité, comment augmenter les compétences des gens sans attendre qu'ils arrivent au chômage et de prendre les bonnes idées là où elles existent. Par exemple, au Luxembourg, où on a investi quelques millions, mais avec pertinence pour faire en sorte que chacune et chacun puisse se conforter dans l'idée qu'ils pourraient changer d'orientation professionnelle sans devoir passer par la case chômage. Et là aussi, il faut évidemment investir en amont. On ne peut pas coller juste à l'actualité. Il faut anticiper ce que j'avais lancé en 2017 dans mon département. J'aimerais juste réagir sur la question des prêts Covid, parce qu'effectivement, c'est très préoccupant pour beaucoup d'entreprises. La Fondation d'aide aux entreprises qui a distribué un certain nombre de prêts Covid à des entreprises qui sont des très petites entreprises pour la plupart, a déjà annoncé, et je l'ai moi-même relayé personnellement, que les prêts de la Fondation d'aide aux entreprises genevoises restaient à taux zéro. Thierry Apotello, la cohésion sociale, c'est votre domaine. Que faire pour ces personnes? Bon, d'abord, on a un message politique à faire passer aux directions des 2 banques en disant il ne faut pas de licenciement, il faut moins de licenciements possible. On ne doit pas... Si Crédit Suisse disparaît, ça va être compliqué. Bien sûr, mais il y a quand même des personnes qui sont sur le carreau.
Et moi, je suis très, très soucieux de la façon dont elles pourront rebondir, qui plus est quand on a 50 ans et plus. Donc, ma proposition est de travailler sur un plan de mesure permettant de travailler sur de la formation continue, de la reconversion professionnelle. Alors oui, c'est 30 millions qu'il va falloir investir, mais c'est augmenter l'assiette des personnes des chèques annuels de formation, c'est augmenter le montant, c'est assurer effectivement avec le plein partenariat des entreprises qu'au fond, elles sont aussi motivées à faire en sorte que les personnes concernées puissent être invitées à de la formation continue. On a un deuxième enjeu qui est évidemment celles et ceux qui n'ont pas de formation de base. Donc il y a une mesure certifiante à faire. Et pour cela, elles ne doivent pas perdre des revenus et donc imaginer un fonds de perte de gains pour leur permettre de maintenir un niveau de vie tout en étant en formation. Les formations continues, Philippe Morel, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que propose l'Alliance Genevoise à travers vous ? Alors, la formation continue est fondamentale, mais je voudrais revenir au début. La place financière genevoise est très importante. Je ne suis pas aussi rassuré que certains de mes préopinants. Je pense que ceux qui sont les plus qualifiés et les plus compétents ont une bonne chance de retrouver une place. Pour les autres, on vient de l'évoquer, le problème du chômage risque de se poser. Donc, il faut, dans ce domaine-là, mais dans beaucoup d'autres domaines, une formation continue, parce qu'aujourd'hui, c'est les banques. Demain, ça peut être une grande entreprise. Mais j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on parle de la formation continue. Mais il faut la mettre en place. Dans le domaine financier, elle est bien connue, c'est l'IFSB, si vous me permettez, je vais finir. Des banques, hein. Ouais, si vous me permettez, je vais finir. On voit qu'elle est bien organisée, puisque c'est une question qui revient, une question qui est posée. Donc, c'est preuve que c'est pas si bien organisé que ça, et que les personnes qui ont 50 ans et plus sont dans une situation souvent difficile lorsque leur entreprise ferme, pour une raison ou pour une autre, ont de la peine à se trouver un nouvel emploi, n'ont peut-être pas les compétences, n'ont pas suivi la formation nécessaire. La formation continue doit devenir une règle dans les différents domaines et les principaux domaines de l'activité économique et de l'activité des personnes. Annie Pold. Oui, je partage. Après, on parle aussi de reconversion professionnelle. Moi, ce que j'entends, je discutais avec quelqu'un récemment qui disait, mais c'est bien beau de nous offrir une reconversion, mais il faut encore que derrière, les employeurs nous engagent. Est-ce qu'il faut les obliger? Parce que, oui, alors est-ce qu'il y aurait une obligation? Après, il y a une problématique de charge sociale qui n'est pas forcément du ressort cantonal, mais c'est aussi la problématique de comment les employeurs sont incités à prendre des personnes plus âgées. Alors, bien sûr, elles ont l'expérience, on peut aussi mettre ça en avant. Vous dites comment les inciter, c'est-à-dire très concrètement, comment vous les incitez? Eh ben, valoriser l'expérience, leur montrer qu'elles ont justement pu bénéficier de cette reconversion. Et puis après, est-ce qu'il faut financer un bout? Il y a des aides, d'ailleurs, qui sont déjà données quand on prend quelqu'un qui est au chômage pour inciter les employeurs à prendre ces personnes. Mais il faut aussi faire changer les mentalités, faire comprendre qu'on a besoin de ces personnes de plus de 50 ans et qu'il ne suffit pas que de prendre des jeunes qui coûtent moins cher. Il faut utiliser ce potentiel, d'autant s'il a pu bénéficier d'une reconversion. Car oui, à 50 ans, même si on n'a pas une Rolex, on n'a tout de même pas raté sa vie, Fabienne Fischer. Oui, alors il y a déjà une mesure qui a été mise en place il y a 1 an et demi maintenant par l'Office cantonal de l'emploi qui s'appelle Level Plus, qui est destinée précisément aux personnes au chômage de 50 ans et plus. Ça ne marche pas énormément, dites-moi. J'ai pas l'impression qu'on ait une employabilité des plus de 50 ans. Alors, le taux de réussite et de retour à l'emploi des personnes qui sont dans ce programme Level Plus est notablement supérieur à celui qu'on a par ailleurs. Et puis l'autre point, vous demandiez comment inciter les entrepreneurs à engager des 50 ans et plus. J'aimerais m'inspirer de ce qui se fait par exemple à Neuchâtel, où le canton propose un soutien très concret aux chômeurs de plus de 50 ans. C'est la prise en charge d'1 année de cotisation à la prévoyance professionnelle, parce qu'on sait que pour ces personnes-là, eh bien, c'est un des freins à l'embauche, c'est que le taux de cotisation et donc la part à charge de l'employeur est notablement plus élevé que pour les jeunes. Pierre Maudet, vous dites ajouter. Bon, on ne va pas pouvoir décréter que les entreprises doivent engager les 50 et plus. Donc, il faut arriver d'une part à valoriser cette expérience. Ça, c'est juste. Moi, je constate simplement que si on regarde les chiffres, on a ces fameuses allocations retour emploi, les ARE, qui, à 10 ans, étaient de l'ordre de 600, un peu moins de 600 par année. Et maintenant, on est tombé à 150. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est un système qui existe. Il y a des sommes qui sont disponibles. On a divisé par 4 le volume des ARE utilisés. Mais on a multiplié par 2 celui des AIT, qui sont les mêmes aides, mais données par la Confédération. Oui, peut-être, mais en attendant, divisé par 4 fois 2, ça reste quand même nettement inférieur. Le nombre si est les mathématiques plus important sont justes, aujourd'hui. Si je peux juste finir. Ce qui manque ici, c'est un vrai partenariat public-privé, c'est-à-dire une capacité d'entrer en discussion avec les entreprises avant que la crise ne survienne, avec des messages à faire passer.
C'est difficile à anticiper, si, parce que la nature des crises... Vous aviez vu venir Crédit Suisse? Non, justement, je dis c'est difficile à anticiper. C'est pour ça qu'un partenariat plus global, indépendamment des crises, est nécessaire pour faire passer des messages, mais aussi pour amener véritablement les entreprises dans un partenariat avec les services publics à offrir des vraies possibilités sans attendre qu'on passe par la case chômage. Anticiper, concerter. Thierry Apotello, on dit souvent que vous consultez beaucoup, voire un peu trop. Bah là, vous allez dire, c'est ce que je fais déjà. C'est la confirmation d'une méthode qui fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut pas anticiper, sans être en relation avec le monde dans lequel on doit. Ça se passe comment là concrètement? Parce que je vous avoue qu'on parlait beaucoup de concertation ici hier aussi. Vous prenez votre téléphone et vous dites bonjour, c'est Thierry Apotello. Bien sûr. Moi, d'abord, je vais sur le terrain chaque semaine. Je rencontre les fêtières, je rencontre les entreprises, je rencontre les associations, celles et ceux qui sont en lien avec mon département et avec lesquels j'ai besoin de travailler. Quand j'ai travaillé à l'élaboration d'un nouveau projet de loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, je l'ai fait en pleine concertation, en effet, avec le monde économique. Je vais voir des entreprises, je teste des mesures. On fait la même chose avec le SPI général. On s'appuie sur des expériences qui se sont bien déroulées pour les développer. Au fond, c'est ça le travail d'un magistrat cantonal. Alors, ça me fait toujours rire quand on me reproche de trop concerter, puis en même temps, il faut anticiper. Alors, je fais les deux. J'anticipe en concertant et je travaille à l'élaboration d'un certain nombre de signaux, de points de vigilance. Et c'est le fait d'être en relation de dialogue permanent où tout à coup on apprend des choses sur lesquelles on peut effectivement préparer un certain nombre de réponses. Et puis le deuxième volet, c'est concrétiser par des projets de loi, par des actions départementales. On va guider que la réponse ne plaît pas à Pierre Non, Maudet. je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que vous faites ni l'un ni l'autre. Il vous a fallu 5 ans, donc le terme de la législature, pour déposer un nouveau projet de loi et qui a fait disparaître de son titre l'insertion professionnelle. Et c'est une double erreur. Mais vous savez J'entends lois, bien évidemment, je sais lire le titre de la loi. La loi n'inclut plus 3 sur l'insertion professionnelle. Attendez-moi, laissez-moi juste finir. Non, parce que non, c'est faux. Parce que quand vous dites des choses fausses, je suis obligé de vous couper. Le titre n'intègre plus l'insertion professionnelle. Votre projet de loi, malheureusement, monsieur le conseiller d'État, il y a un chapitre entier sur l'insertion professionnelle. Plus longtemps à l'aide sociale. Monsieur Maudet. Je finirai, vous me contredirez après. On a constaté qu'en 10 ans, la durée moyenne de l'aide sociale, elle est passée de 21 mois à 32 mois. C'est 50% de plus. Pour être précis. C'est 50% de plus. Votre projet de loi, le problème, c'est qu'il perpétue cet état de fait et on va mieux accompagner les gens à l'aide sociale plutôt que de les réinsérer. Et je constate simplement, c'est un point factuel, que là on avait une loi qui parlait d'insertion professionnelle, dans son titre, ça a disparu. Il n'y a pas de volonté. La loi que vous avez effectivement soutenue ne marchait pas et c'est la raison pour laquelle je l'ai modifiée. Il y a un chapitre entier sur l'insertion sociale et professionnelle. Il y a un renforcement et un changement de paradigme complet des relations avec les entreprises. Il y a un article relatif à la relation avec le monde économique. Il y a une volonté affirmée de modifier la franchise sur le revenu. Donc, il faut apprendre à lire. Pour l'instant, il a fallu 4 ans et demi pour la déposer. Il a fallu d'abord, ensuite, que le Parlement, effectivement, et notamment les partis de droite, acceptent de travailler sur cette loi. C'est ce qu'ils ont désormais fait. On arrive au bout. Et la réinsertion professionnelle, on aura compris que ce sera un sujet qui fera l'unanimité dans le potentiel futur Conseil d'État où vous vous retrouverez. Ça, on le saura le 30 avril prochain. On revient dans un instant sur Radio Lac et One TV avec Fabienne Fischer des Verts, Pierre Maudet de Liberté Justice Sociale, son grand ami, on l'aura compris, Thierry Apotello du Parti Socialiste, Philippe Morel du MCG et Anne Paul du PLR. À tout de suite. One TV, programmé VOD sur onetv.ch. Le Béjar Ballet Lausanne présente L'autre chant de la danse, une création de Yuka Oishi d'après l'ouvrage éponyme de Maurice Béjart sur la symphonie numéro 3 de Mahler, du 16 au 21 juin 2023. Théâtre de Beaulieu, Lausanne. L'IFM prépare, lance et booste les carrières. Votre soirée cinéma avec l'IFM Business School à Genève. ifm.ch. Qui sera aux commandes de Genève pour les 5 années à venir? Le 30 avril, nous connaîtrons le nouveau Conseil d'État genevois. Mais pour qui voter? Faites votre opinion sur Radio Lac et One TV avec Béatrice Ruhl. Et avec Thierry Apotello du Parti Socialiste, Pierre Maudet de Liberté, Justice Sociale, Fabienne Fischer des Verts, Philippe Morel du MCG et Anne Hildpaul du PLR. On a beaucoup parlé économie, on va s'intéresser à présent à la mobilité. 600 000 passages à la frontière par jour, un centre-ville ultra bouché. Bref, il faut agir sur ce trafic pendulaire. Philippe Morel, ça passe par... Il faut surtout changer le titre de ce dont on parle maintenant. Ça n'est pas la mobilité, c'est l'immobilité.
comment lutter contre l'immobilité. Nous sommes dans une ville qui est épouvantable, dans laquelle la situation des transports, tout transport confondu, est catastrophique. Un des facteurs importants, vous venez de le mentionner, c'est les passages transfrontaliers journaliers. Il faut absolument amener les personnes qui doivent venir travailler à Genève, dont on a besoin dans notre économie, à pouvoir venir, en tout cas sur sol genevois, par des transports publics. Actuellement, 3 problèmes majeurs. Le premier, c'est les fameux PPUCR, qui ne sont toujours pas construits en France. On se fiche un peu de nous. Ils ne sont pas financés par le MCG. Non, le MCG n'a pas beaucoup aidé à la réalisation des PPUCR en France. En 2014, c'est totalement faux. En 2014, la population a voté pour que les PPUCR ne soient pas payés par la Suisse. C'est un vote populaire, ce n'est pas le MCG, chère madame. Deuxièmement, le problème du passage avec les horaires du CEVA. Pour un certain nombre de personnes, et en particulier les infirmières des Hugues et des autres cliniques, les horaires du CEVA ne conviennent pas pour celles qui commencent le matin. Il faut des horaires du Léman Express qui sont un peu différents. Si vous prenez le Léman Express aux heures de pointe, ça ne convient pas non plus parce qu'il est complètement bouché. Alors ça, c'est un autre aspect. Mais je parle du personnel qui commence le matin, qui finit l'après-midi, ou qui commence au début de l'après-midi et qui finit tard le soir. Et puis le troisième problème, c'est qu'en France, il y a extrêmement peu de possibilités de transport public pour que les gens se rendent dans les gares ou dans les bus ou dans les régions de transport public qui doivent donc aller. Alors on va financer leur transport public ? Alors non, il faut amener ces gens. Non, mais il ne faut pas rigoler, c'est un sujet très sérieux. Il faut, parce que l'industrie, l'économie perd chaque jour environ 180 000 francs en transport, uniquement en temps de transport. Donc, c'est majeur. Il faut amener à ce trafic transfrontalier à se modifier. Puis, d'autre part, il faut, à l'hypercentre, favoriser, bien sûr, les piétons, les cyclistes, les transports publics et les transports professionnels. Pour ce qui est du reste du canton, il y a une constitution qui prévoit que chacun peut utiliser le mode de transport qu'il veut, mais c'est évident qu'on doit favoriser la mobilité douce et donc donner la possibilité aux personnes de venir par des moyens, de se déplacer, même pour leurs loisirs, par des moyens de mobilité douce. Anil Pod, l'Alliance genevoise souhaite limiter donc le trafic transfrontalier, si on l'a dit, en augmentant l'offre de transport alternatif. C'est quoi les offres de transport alternatifs exactement, très concrètement ? C'est justement plus de dessertes du Léman Express, des autres horaires et développer les transports publics aussi. Moi, j'ai une pensée là pour ceux qui sont dans leur voiture aujourd'hui, qui sont venus et qui habitent pas au centre-ville, qui viennent en voiture parce qu'ils peuvent pas venir à vélo parce qu'il fait moche ou que c'est trop loin et que en transport public vous mettez 1 heure pour rejoindre le centre-ville alors qu'en voiture vous mettez 20 minutes. Donc, je pense qu'il faut aussi développer les transports publics pour ceux qui habitent en dehors du centre urbain. Et un péage urbain. Pardon ? Et un péage urbain. Le péage urbain, moi, je ne suis pas forcément favorable. Alors, on a parlé d'un projet pilote. J'avais écrit à un moment donné que je n'étais pas opposée à tester le modèle, pour autant qu'il n'y ait pas de taxe pour le transport professionnel, ni pour les habitants du centre qui sont concernés, et que si cette taxe est perçue sur les autres, qu'elle serve à financer des infrastructures, notamment la traversée du lac. Et je précise aussi que sur un pont, on peut mettre d'autres choses que des voitures. On peut mettre aussi des pistes cyclables, on peut mettre des bus, on peut mettre des trains. Ça se fait dans d'autres villes et c'est tout à fait imaginable. Et donc, si on devait percevoir une taxe, il faudrait qu'elle serve à développer d'autres moyens. La traversée du lac, Thierry Potello. Non, je l'ai dit en 2018, je recommence. Je pense que c'est un moyen qui ne résout rien, alors qui va effectivement dans un sens plutôt de renforcer une difficulté de la mobilité à Genève. D'abord, je suis très heureux d'entendre le représentant MCG nous féliciter le Léman Express parce qu'ils l'ont beaucoup lutté. Je ne l'ai pas félicité, j'ai montré les défauts. Non, mais c'est bien parce que il existe, il est là, il n'est pas question de le critiquer, mais de le moduler. Pour empêcher à Genève d'avoir un Léman Express qui fonctionne. Je pense que nous sommes dans une situation où justement on a fait un non-choix à Genève. Et si je compare un peu ce qui se passe à Berne ou à Zurich, par exemple, où il y a clairement des choix qui se sont faits de manière un peu historique, notamment sur des questions de transport public. On prend un tram toutes les 3 minutes à Berne et à Zurich. Chez nous, c'est plus long, c'est plus compliqué. Et je pense qu'il y a eu un choix politique à un moment donné, dans ces 2 villes, par exemple, que nous n'avons pas fait. Nous avons voulu donner à tout le monde de quoi être satisfait, puis au fond, on se rend compte que personne n'est satisfait dans la situation de mobilité. Donc, il faut aller de l'avant sur des choix plus drastiques et plus importants. Trop long, trop compliqué.
Oui, ces blocages, on les constate, mais je pense que les représentants des deux blocs, ces deux gros blocs, l'alliance de droite d'un côté et l'alliance de gauche de l'autre, font la démonstration que de nouveau on est dans le dogmatisme, dans l'idéologie. Pour prendre un autre exemple, la logique des zones 30 généralisées, systématisées, serait évidemment dramatique. Il faut faire preuve d'un petit peu de nuance et une appréciation qui tienne compte des besoins des habitants. On est soucieux évidemment de leur sommeil, du bruit, mais on est aussi soucieux de voir se fluidifier le trafic. Et là, il faut être très concret. Il faut quand même de temps en temps emprunter les rues genevoises. Prenez le boulevard du Pont d'Arve, 4 feux successifs, une zone limitée à 30 km/h. C'est de toute façon difficile de dépasser les 30 km/h avec des démarrages en trombe parce que les feux énervent les gens. C'est le résultat de cette politique de blocage. Alors, notre mouvement, il défend deux choses. C'est dans son titre d'ailleurs, les libertés et la justice sociale. Donc, sur le péage, ce sera non, parce que c'est pas juste. On est favorable à l'impôt progressif, mais pas à des taxes qui tombent sur les gens. En plus, à l'horizon 2030, dans 7 ans, ça ne le fait pas. Et puis, sur les libertés, un des éléments, là je rejoins, je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, c'est quand même de faire en sorte, par exemple, la liberté économique, la capacité pour des professionnels, plombiers, artisans, etc., de venir travailler au centre-ville, soit préservée. Et celle-là, elle prévaut sur d'autres libertés. Mais je m'excuse, à part nous opposer, c'est quoi les propositions concrètes? Alors, les propositions très concrètes, du trafic, merci de me donner l'opportunité de les développer. Deux propositions très concrètes, puisque le mouvement Liberté et Justice sociale s'inscrit dans une perspective à 5 ans. On ne peut pas attendre 7 ans pour tester le péage urbain. C'est premièrement une mesure de covoiturage qui a été testée sur un emplacement, c'est la douane de Tonnet-Valard, et qui présente un intérêt, en tout cas dans une dimension incitative pour un premier temps, amener des gens. Parce qu'il n'y a pas forcément les éléments de contrôle. Épisodique, ça. Oui, mais si vous le généralisez, notamment, on ne peut pas l'obliger. Sa liberté va où alors? On oblige les gens au covoiturage. Eh bien, précisément, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc c'est une liberté conditionnelle. C'est une liberté conditionnelle en matière de trafic, on le dit, et on l'assume totalement. On l'assume parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas repousser les voiries. Alors d'avoir ces files de véhicules le matin à la rue des Eaux Vives qui s'enquillent, c'est plus possible. C'est plus possible, notamment pour les milieux professionnels. On pense, et là je vous rejoins, que des zones, des plateformes d'échange que sont les park and ride doivent permettre de limiter le nombre de véhicules et de faire en sorte qu'on gagne un véhicule sur 2 si on est au moins 2 par véhicule. Ça, c'est une proposition concrète. La deuxième, c'est sur les tarifs des transports publics. Vous avez peut-être vu, on annonce une augmentation de 4% l'année prochaine en situation d'inflation. On doit pouvoir agir, et c'est une prérogative légale, par exemple pour les moins de 25 ans, pour les plus de 65 ans, pour les gens en général, c'est notre proposition. Et pour le reste, on peut aller sur votre site internet pour avoir tous les détails, parce que le temps passe. Et on va écouter quand même très rapidement Fabienne Fischer sur ce sujet. On passera au dernier thème de ce débat, je vous en prie. Comment on fait alors? Péage urbain à 30 km/h? Tout d'abord, je suis ravie d'entendre l'unanimité autour de cette table pour dire qu'il faut améliorer l'offre de transport public. Et puis, je me réjouis que Liberté, Justice sociale, le MCG, le PLR votent les budgets correspondants pour les TPG de manière à ce qu'on puisse effectivement développer ces prestations. J'avoue, je dois dire qu'on a un des réseaux les plus denses. Je trouve que les transports publics genevois marchent globalement bien, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas améliorable. Et le Conseil d'État a récemment confirmé sa volonté d'engager des montants d'investissement très importants pour développer notamment les diagonales de transport public qui permettent de relier différents quartiers de la ceinture urbaine sans devoir passer par le centre. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir mettre les bouchées doubles pour mettre ça en œuvre, parce que concrètement, de pouvoir aller de Bernay au Grand Saconnet sans passer par Cornavin, je pense que ça désengorgera beaucoup. Et puis enfin, il faut absolument prioriser quels sont les modes de transport que l'on veut favoriser dans les zones urbaines. Le premier mode de transport à favoriser, c'est la marche. C'est bon pour la santé, c'est bon pour désengorger le trafic, et tout ce qu'on peut faire à pied doit pouvoir l'être. Tout le monde ne peut pas, bien sûr, donc il s'agit là aussi d'être incitatif. Deuxièmement, il faut favoriser les modes de mobilité douce, les transports publics, et puis dans le transport individuel motorisé, dont la diminution est au cœur du plan climat cantonal, il faut donner la priorité au transport professionnel, tout ce qu'on entend par transport professionnel, que ce soit des entreprises, que ce soit des taxis, des transports publics, etc. Et puis mettre en queue de peloton, clairement, le transport individuel motorisé privé, qui doit aujourd'hui être vraiment relégué dans les priorités.
Avec ou sans convoiturage. On passe très rapidement parce que on passe à comment on se loge à Genève très rapidement. Anne Hilpold, on sait combien c'est compliqué de se loger. On parle même pas des PPE. Vous souhaitez qu'elles soient plus nombreuses et à des prix abordables pour la classe moyenne. Je pense que de nombreuses personnes sont d'accord avec vous, mais comment on fait pour les rendre abordables ? Non, mais elles sont abordables, puisqu'il faut simplement les construire, puisque la loi prévoit que quand vous développez un périmètre, c'est en zone de développement, et ces zones de développement font que les prix sont contrôlés, les prix de construction sont contrôlés, les prix de vente sont contrôlés. Donc, c'est pas la question de savoir si elles sont abordables ou pas, c'est de savoir s'il y en a, et s'il y en a suffisamment. Aujourd'hui, quand vous mettez un appartement en vente, vous avez 25 dossiers qui sont déposés. C'est la preuve que les gens souhaitent devenir propriétaires de leur logement. Et puis, une autre possibilité, c'est de devenir aussi propriétaire de son logement dont on est locataire, qui était une possibilité qui existait à l'époque, qui a été totalement restreinte aujourd'hui. Mais on a des locataires qui aimeraient simplement pouvoir acheter, des propriétaires qui sont prêts à leur vendre, et on a les milieux qui représentent les locataires qui s'opposent, et j'ai vu des cas contre l'avis des locataires qui pourraient devenir propriétaires, et on s'y oppose. Donc pour moi, ça c'est un problème. Mais pour revenir à votre première question, il faut simplement les construire et accepter qu'on puisse construire du logement social, qu'on puisse construire du logement en location à des prix abordables, parce qu'ils sont aussi construits en zone de développement, et cette zone de développement, elle fixe un certain nombre de règles, et ces loyers-là, ils sont abordables, mais par contre, vous n'avez pas de contrôle à l'entrée, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de devoir fournir leur fiche de salaire et leurs revenus et leur évolution de leur situation, et c'est pour eux que ces appartements sont destinés à la location et de l'achat, parce que c'est aussi un investissement pour les gens, pour leur retraite. Trop de logement social, Philippe Morel? Non, écoutez, moi je suis très préoccupé par deux catégories de la population. Tout d'abord, les étudiants qui ont énormément de peine à se loger à des prix abordables, et puis les seniors qui, tout à coup, au moment où ils ont la retraite, n'ont simplement plus les moyens de payer leur loyer et se trouvent souvent dans un appartement qui est en fait trop grand pour eux parce qu'il y avait des enfants à l'époque, ces enfants sont partis. Je pense que le logement, les nouvelles constructions doivent avoir une nature évolutive. On doit pouvoir changer et modifier la géographie d'un logement, ce qui est actuellement extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous voulez dire Par exemple, transformer un 5 pièces en un 2 pièces et en 3 pièces. Par exemple, fracturer en somme la structure d'un immeuble pour pouvoir adapter les logements aux personnes qui sont dedans. Actuellement, si vous voulez faire une transformation à l'intérieur d'un immeuble, c'est extrêmement difficile, extrêmement long et problématique. Bien des personnes seniors restent donc dans des grands appartements parce qu'ils ont des prix abordables, que s'ils changent, ils se trouvent avec des prix qu'ils ne peuvent plus payer. Et si c'était là-dessus qu'il fallait agir, maintenant, faciliter l'échange d'un 5 pièces à un 3 pièces. Si je peux finir, si vous permettez que je finisse. Maintenant, les jeunes, évidemment, c'est la cohabitation. Il faut favoriser le fait que des jeunes puissent vivre à plusieurs dans un logement. Et pour ceci aussi, il faut des logements qui soient évolutifs. Il faut peut-être 2 salles de bain. Il faut peut-être 3 toilettes. Il faut avoir une possibilité de faire évoluer ces logements. Il y a eu récemment un symposium sur le logement. C'est exactement ce qui a été mis en évidence. Donc, on doit aussi repenser le logement. Puis un dernier commentaire, c'est de dire qu'on est actuellement dans une fuite en avant. On a environ 0,35% des logements libres à Genève. Il faudrait que ce soit à peu près 2%, on le sait. On construit à peu près 2000 appartements par année sur le canton de Genève, c'est insuffisant. Mais à un moment donné, il y aura une butée. Et à un moment donné, on arrivera à un nombre d'appartements et une surface d'appartements qui ne pourra plus être augmentée si on veut préserver la zone agricole. Il faut donc aussi réfléchir à la population de Genève et à l'évolution de cette population. L'auberge espagnole façon Philippe Morel aura bien compris. Fabienne Fischer, vous prenez la construction de coopératives, c'est l'alpha et l'oméga du logement? Non, c'est une des solutions parmi d'autres qui a fait ses preuves dans une ville comme Zurich, dont on vante depuis Genève bien souvent le dynamisme, le développement équilibré, etc. Je crois que les coopératives ont démontré un potentiel important en termes de loyers maîtrisés. Pourquoi ? Parce que les bénéfices réalisés ou le rendement de l'immeuble est immédiatement mis à disposition des personnes qui y habitent. Donc, je crois que c'est vraiment dans la durée un système qui a fait ses preuves, qui s'est développé en Suisse depuis les années 30, comme une réponse justement à des possibilités de se loger à loyer modéré. Maintenant, ça ne va pas tout résoudre. Je crois que la question de la maîtrise des loyers et puis surtout en terminer ou limiter ou réfléchir à des solutions qui permettent d'éviter que si vous devez quitter un appartement, vous passez d'un loyer raisonnable, puis ça fait 20 ans que vous l'habitiez et que vous deviez payer le double pour un appartement qui fait la moitié de la surface, eh bien, je crois que ça, c'est un des problèmes centraux auxquels il faudrait pouvoir s'attaquer. Thierry Apotello, très rapidement sur ce sujet.
Madame Paul évoquait un appartement en vente et 25 dossiers. Moi, ce que j'observe, c'est un appartement de libre, c'est 250 dossiers. Et donc, on a une vraie, effectivement, difficulté autour de la quantité à offrir et une densification nécessaire, effectivement, hors zone agricole. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Et puis, il faut qu'on se donne la possibilité d'augmenter les coopératives qui sont... les possibilités, en effet, d'accéder à du parc immobilier avec généralement des tarifs qui sont quand même 20% moins chers. Ils sont moins chers parce que c'est des parcelles de l'État avec Non, des conditions favorables. Pas toujours, de loin, pas souvent toujours. C'est le cas et c'est pour ça que c'est plus intéressant. Non. Et en plus, Tant il y a mieux, aucune si le rôle de l'État est de faire baisser les loyers, ça peut être pas mal. contre-prestation de ceux qui sont des membres de cette coopérative. Donc, on contrôle aucunement leurs revenus, on contrôle rien. C'est souvent des gens qui ont beaucoup de moyens et qui bénéficient en fait d'une aide de l'État. Les copains aussi. Les copains, coopératives, oui, c'est c'est sympa, ça. mais ça a ses limites. Tandis que quand c'est des appartements mis en vente dans les milieux immobiliers, c'est pas des copains. Non, peut-être. c'est pour ça qu'on propose à Liberté et Justice Sociale un système qui permet de lever cette opacité. Là, je vous rejoins là-dessus. Les gens veulent avoir aussi le sentiment de justice. Mais il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est la conversion de bureaux en alors logement. ça, on en a beaucoup parlé Ouais, c'est hier. une proposition concrète que l'on fait. Moi, ce qui me frappe dans ce débat, c'est qu'il y a des bonnes idées à droite, à gauche, mais il n'y a finalement pas de possibilité de rassurer les acteurs et de les faire travailler ensemble. On parlait de la SLOCA, des milieux immobiliers. C'est ça l'enjeu de la prochaine législature. Je pense qu'on doit pouvoir tester ces options lorsqu'on parle notamment de permettre à des personnes âgées d'aller dans des appartements mais qui ne sont pas plus chers mais plus petits. C'est essentiel. Et dans le cas des bureaux, nous on fait une proposition très concrète pour inciter les propriétaires à reconvertir avec un soutien quant à la transformation des bureaux à la pièce en logement. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 5. Annie Paul du PLR, Philippe Morel du MCG, Fabienne Fischer des Verts, Pierre Maudet de Liberté et Justice Sociale, on l'a bien compris, et Thierry Apotello du Parti Socialiste. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Rendez-vous le 30 avril pour savoir qui de ces 12 prétendants au Conseil d'État sera bien dans le futur Conseil d'État. À bientôt.